Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. On va parler de cette information qui a défrayé la chronique cette semaine. Et on l'a dit, deux responsables sont avec nous ce matin comme invités à la rubrique Le Point. Le recteur de l'université Quisqueya, le professeur Jackie Lemarque, est avec nous, ainsi que le doyen de la faculté de médecine, le docteur Jean-Claude Cadet. On fera le point sur cette annonce, comme on l'a dit déjà, qui fait couler pas mal de salive. On dit que d'ici 2023, certaines facultés ne seront plus accréditées à l'étranger si leur niveau de formation n'est pas standardisé. Des facteurs comme la recherche, les nouveaux cours, le stage hospitalier doivent être pris en compte. Sur les 18 facultés de médecine et 174 écoles d'infirmières identifiées en Haïti, seules 6 et 83 ont respectivement une autorisation de fonctionnement, un chiffre qui suscite des questionnements. On peut même aller jusqu'à dire que la préoccupation est très présente, des inquiétudes chez les étudiants également. Autant dire que la question doit être posée, le problème doit être adressé. Voilà pourquoi nous avons avec nous ce matin le recteur de l'université Quisqueya, le professeur Jackie Lemarque, ainsi que le doyen de la faculté de médecine, le docteur Jean-Claude Cadet. Docteur Cadet, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour, moi salue Wendel, je salue auditrices et auditeurs Radio Métropole, et surtout à cause de valeur émission ça, je salue jeunesse haïtienne et toute maman à papa petite qui a ambition pour petite. Merci docteur. Professeur Jackie Lemarque, comme on l'a dit déjà, vous êtes le recteur de l'université Quisqueya. C'est comme si Mdadio ou même vous représentez université privée dans l'émission ça. Bonjour, merci parce que vous faites le plaisir pour répondre à l'invitation Métropole. Merci à votre service, mais je ne représente pas les universités privées. Non, moi je dis c'est comme si vous t'avez représenté, ce n'est pas le cas. Donc, je vais parler de ma posture de recteur d'université non publique. C'est ça. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Et pour mettre nous au parfum, après suivre, inviter-nous ensemble avec le public de Métropole, suivre conférence que l'autorité sanitaire a été hier avec une intervention qui fait justement sur cette question. Nous allons suivre un reportage de Métropole. Ils formaient des petits groupes sur la cour de la faculté, soit pour étudier ou pour discuter. Certains étudiants en médecine ne sont pas bien informés des nouvelles exigences de la Fédération mondiale d'éducation médicale, ECFMG, qui demande que le niveau d'études soit mis à jour. D'autres sont bien imbus de la situation. Dans les deux cas, ces étudiants se montrent déjà inquiets au cas où, qu'après leurs études, leur diplôme ne serait pas valide. Bon, ça t'a dit qu'une fête, c'est à perdre du temps. Ces exigences concernent le monde entier. Il s'agit d'un test d'équivalence qui permettra à un médecin diplômé en Haïti de faire une spécialisation et de travailler aux États-Unis. Mais pour passer cet examen, il faut que la faculté soit accréditée et mette à jour sa qualité d'enseignement. Cependant, seulement 4 facultés de médecine en Haïti peuvent avoir cette perspective, dont la FMP. En effet, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, Jean-Claude Cadet, explique que le cursus académique est révisé. Ça c'est l'équilibre. Son bail qui simple, c'est qui j'en apprendre mon médecine là, nous pourrons le mettre au niveau moderne pour un système de l'approche pour compétence et comme ça nous pourrons le revenir moderne. Si le délai est jusqu'au 2023, le doyen se donne jusqu'au 2021 pour se conformer aux exigences internationales. En partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université de Montréal et l'Université Laval, une commission est mise sur pied pour faire cette réforme. Un travail qui coûtera au moins 50 000 $ US. Le doyen Jean-Claude Cadet se dit prêt à réaliser ce projet qui a déjà commencé. Nous sommes déjà dans la ligne de l'accréditation. Parce que quand une université aussi sérieuse que l'Université de Montréal et l'Université de Laval se mettent avec l'AUF, qui est l'agence universitaire de la francophonie,
pour nous appuyer dans ce programme, c'est que nous avons déjà montré non seulement notre capacité de rentrer dans le système que nous demandons, nous avons des cours que nous faisons, nous avons building là, nous avons mettre laboratoire nous à un niveau. Donc nous sommes dans le processus. C'est un processus long. Nous avons déjà monté une cellule spéciale qui est dirigée par le docteur Charit Remou. Donc tout ça, nous avons pris des dispositions. Ces nouvelles exigences faites par le CFMG ne sont pas un drame, rassure le docteur Cadet. C'est un processus normal par rapport à l'évolution du monde. Cependant, si seulement 4 facultés sont en mesure de parler de cette mise à jour, le moment est venu de jeter un coup de projecteur sur les facultés de médecine qui poussent un peu partout en Haïti, comme des champignons. Merci. Et à Vanessa Léger, alors votre réaction ou encore une question. La Fédération mondiale d'éducation médicale, c'est quoi cette entité? C'est une entité qui gère la qualité de l'enseignement que vous baillez dans la faculté. Mais moi-même, j'ai un fond historique avec nous. Le problème, ça, ce n'est pas la première fois le poser. Le problème, ça a été déjà posé en 1980. Et à l'époque, c'était le grand doyen Robert Germain, qui était doyen de la faculté. Et il avait pu passer le test. Et la faculté de médecine est restée sur la ligne internationale. Donc maintenant, à certaines périodes, le problème se pose parce que le monde international, cette fois-ci, est beaucoup plus sévère. Il voulait que, il est sûr que toute faculté à un niveau, parce que Gomba qui peut arriver, on connaît plus que moi que le monde est un grand village, et pour aller au niveau des facultés, ça c'est la mobilité. C'est-à-dire que vous doit commencer à étudier très bientôt en Haïti. Et si pour des raisons, nous parlons de l'autre pays, si vous êtes reconnu comme faculté internationale, étudier ça, pas de problème pour traverser de l'autre côté. Ceci à partir de 2023. Ça, c'est là le gros nœud du problème. Mais ensuite, ça lié. Moi, je voulais rendre tout le monde très calme. Au juste sa situation, et son évaluation que l'international a fait, surtout l'organisation, pour le sûr que tout le monde a un certain niveau. Parce qu'on connaît que la qualité de l'enseignement était une priorité pour l'international. Alors, on dit que c'est en 80, ça a été fait. Or, on apprend que c'est chaque 5 ans. Fédération évaluée. Il évalue chaque 5 ans, mais dans les années 80, la faculté de médecine, qui était peut-être l'unique faculté de médecine, est arrivée à un stade où elle mettait en question l'accréditation. Et c'est peut-être une situation similaire. Donc on dit 80, donc ça fait... Dans les années 80, peut-être 82, 83, à l'époque où le docteur Germain avec beaucoup de maestria, était surmonté. Donc c'est-à-dire on aurait attendu environ 40 ans pour réévaluer Haïti? Oui, peut-être que pour que cette situation se pose. Parce que comme je te dis, situation c'est que vous voulez que une égalité dans l'enseignement de la médecine. Pour permettre ça, nous-mêmes, en français, la mobilité. Et entre-temps, il y a des ordres qui sont faits dans le pays. Bon, il y a des ordres, pas seulement en Haïti, mais que soit en Afrique, là, il y a des ordres un peu plusieurs côtés. Mais c'est ça qui fait que cette organisation dont tu parles, besoin de mettre l'ordre pour mettre un symbole de qualité sous plusieurs facultés dans le monde. Par exemple, si l'autre enseignement. Par exemple, l'AUF qui est en train de financer notre programme d'accréditation. C'est une organisation francophone qui a au moins 100 pays et qui a contrôlé au moins 800 universités. Si nous choisit pour l'appuyer, c'est que nous que nous gagnons un certain niveau dans le processus. Parce que le processus, ça, que quoi il a malheureusement son article de journal, qui va aller sur le processus que nous commençons depuis en 2013. Nous avons des visites régulières. Alors, à un moment donné, est-ce qu'on a déjà parlé, qui t'aime dire, et cette fédération-là a-t-elle des pouvoirs réels? Elle a des pouvoirs réels au niveau des États-Unis et du Canada. Et tu sais que ces deux pays, pour tous les médecins du monde, c'est l'Eldorado. Donc, c'est-à-dire que le point dans question, c'est que
il faut avoir certains prérequis pour aller aux États-Unis et au Canada à partir de 2023. Mais maintenant, si vous n'avez pas un label ça, et qu'on va continuer à fonctionner comme faculté, vous êtes censé considérer comme si vous ne vaut rien. Témoin avec le recteur Jackie Lemarque au niveau de l'université Quisqueya, à quel point nous sentons-nous concernés par cette annonce? Bon, ce n'est pas une nouveauté pour nous, parce que la secousse vient en fait d'une résolution prise en 2010 par la Educational Commission for Foreign Medical Graduates. C'est une agence aux États-Unis qui accrédite les étudiants en médecine étrangère ou les médecins étrangers de façon à leur permettre de poursuivre leur formation aux États-Unis ou d'exercer la pratique médicale aux États-Unis. Eh bien, en 2010, l'agence a, pour une résolution, quand il dit, à partir de 2023, par un étudiant en médecine ou un diplômé en médecine qui continue à étudier aux États-Unis ou pratiquer la médecine aux États-Unis, si M. pas gradué, non faculté de médecine qui est accrédité par une agence reconnue par lui-même. Et selon les mêmes critères et les mêmes normes que appliquées à tête eux-mêmes. Donc c'est ça que le petit tremblement de terre là depuis 2010. Et puis en 2016, on est capable de dire l'OMS approfondit la question, parce que l'OMS, dans l'objectif stratégique pour l'agenda 2030, l'OMS dit lui-même, à l'horizon 2020, il faut toute faculté de médecine qui a formé jeunes médecins recevoir accréditation internationale. Donc c'est ça la secousse. Nous-mêmes, ça nous fait depuis 2014, nous, sous chantier, nous avons une coopération avec la CIDMEF. La CIDMEF, c'est la conférence internationale des doyens de fac de médecine francophone. Tu es membre de cette conférence. Et la CIDMEF, nous commençons à travailler avec elle. Nous avons fait 2 étapes qui sont des étapes de pré-évaluation. Et là, on n'a pas de besoin blanc, non, pour mettre dans une situation ça. On n'a pas besoin d'attendre une résolution de 2010. Donc, nous sommes en retard de phase là. Regarde qu'il n'a pas réagi. Et nous avons fait. On n'a pas inquiété de ça. Mais nous n'avons pas besoin que les étrangers nous secouent ça. Pourquoi ça? Parce que la formation médicale, ça n'en a peut-être pas l'air, mais ça fait partie des questions de santé publique. Parce qu'il s'agit d'admettre qu'un certain nombre de personnes qui ont reçu une formation donnée soient habilitées à traiter la population. Donc, nous sommes au cœur d'un problème de santé publique. Les Romains disaient autrefois, et salus populi suprema lex. Ça veut dire que la santé peuple là, c'est le numéro 1, c'est son loi suprême. Donc, tout l'État doit préoccuper, quel que soit professionnel qui vient pour occuper de malades, mon soin, recevoir des formations appropriées dans des circonstances qui garantissent compétence, équité et qualité service que là-bas. Donc, on n'a pas besoin de pression externe faire ça. Évidemment, dès que vous parlez des États-Unis, tout le monde tremblait. Bon, mais même pour répondre à ta question, excuse-moi, donc depuis 2014, nous commençons dans un processus très long. Nous connaissons que nous avons un peu de difficultés dans le milieu. Et bon, même pour l'État, est-ce que c'est, vous devez entendre que l'Agence université de la francophonie, l'Université Laval, l'Université Montréal, bon coup de pour ça, côté organe de tutelle et système national de santé à côté d'eux déjà depuis le ministère de la Santé déjà depuis 2010 a commencé à me dire mais qui ça me va le faire pour mettre aux normes l'ensemble, pas seulement la faculté de médecine de l'État, mais l'ensemble des institutions que j'ai autorisées à enseigner la formation médicale. Mais alors, il faut que c'est une priorité que les au ministère de la Santé publique également. Alors, question, est-ce que nous pensons que nous paré dans 5 ans, 2023, nous en 2018? Nous, comme le professeur Lumac dit, la faculté de médecine a commencé le processus. Et nous mettons tête nous en 2021 pour que nous prêts nous-mêmes. Nous prêts en 2021. Et je dois dire qu'actuellement, nous avons des étudiants nous, qui ont passé l'examen en tant qu'étudiants et qui réussissent. Mais maintenant, le problème là, c'est des problèmes assez graves. Tu as parlé de ministère de la Santé publique et ministère de l'Éducation nationale. Normalement, je souhaitais que le recteur là d'accord. Nous devons un ministère de l'enseignement supérieur. Parce que le problème ça, de l'enseignement supérieur, c'est un problème qui est extrêmement grave et tous les pays du monde arrivent là. Parce que si nous avons un ministère comme ça, qui a contrôlé
situation, peut-être que panique qui te gagne depuis le week-end, ça n'a pas existé. Tout à fait. Et moi, je voulais ajouter pour l'histoire et pour la vérité que Haïti est membre fondateur de la SIGMEF et le docteur Robert Germain, que moi j'ai cité, qui est l'un de mes guides vivant, parce qu'il est encore vivant, est membre fondateur de la SIGMEF. C'est pour me dire que Haïti toujours été à la hauteur de la situation internationale. Mais nous besoin d'université, ça, peut-être c'est là que nous ne sommes pas d'accord avec là, pour l'expertise, pour l'expérience que l'Université de Montréal, l'Université de Laval, qui ont déjà passé l'étape. C'est-à-dire que vous avez besoin de guide, vous avez besoin de monde qui pour qu'un mais l'université ça a été passé étape là, ils ont reconnu, donc ils même venu à travers la UF une bonne expertise. Mais à part de ça, nous sentons à l'aise. Est-ce que nous sommes capables de rappeler mon cap suivi les exigences de la fédération qui ça va exiger faculté? Bon, moi connais. D'abord, on regarde comment les États-Unis fait la CADI. Il y a deux dispositifs. Un dispositif déjà de certification d'information médicale. Ça veut dire que mon cap gradué, il est assujetti à un examen que National Board of Certification soumettre à une série de tests. Et ces tests que les étudiants ici ont les machines longtemps que va le passer. Et il y a 3 séries de tests. Chaque test à peu près prend 8 heures de temps. Et 280 questions, 1 minute 30 secondes par question. Et il concerne tout l'ensemble des compétences associées à la formation médicale. D'abord, l'ensemble des connaissances que vous faites pour connaître, en anatomie, biologie, pathologie, biologie moléculaire, etc. Ensuite, un deuxième test qui est basé plus sur ça, les skills, compétences. Pour montrer savoir-faire, capacité, font diagnostic, font pronostic. Ensuite, troisième test de caractère plus pratique, il faut qu'à devant un malade qui simule une maladie, capable de faire diagnostic approprié, communiquer avec lui, proposer des systèmes de réponse à différents problèmes que le posait. C'est toute batterie de tests ça que même besoin. Donc il y a deux dispositifs pour certifier la formation médicale. Mais un deuxième dispositif qui est plus important, c'est pour certifier l'exercice de la profession. C'est-à-dire qu'une fois qu'on finit gradué comme médecin, à partir d'un examen national, ça ne suffit pas, ça ne t'autorise pas à pratiquer la médecine. Un deuxième examen que on prend pour garantir que on est capable d'exercer. En Haïti, les seules professions réglementées, c'est le droit, on loi depuis 1984, et la profession comptable. Mais la médecine aurait dû être la première profession réglementée. Ça veut dire qu'un diplôme octroyé par une fac de médecine ne devrait pas suffire à quelqu'un pour pratiquer la médecine. Il faut avoir l'autre dispositif institutionnel que l'État met en place pour certifier que ou a capacité d'exercer ce métier ça avec toute compétence que... Là, c'est sur le plan académique, sur le plan cursus. Mais est-ce que la fédération n'a pas gagné des exigences que la faculté autour? Eux-mêmes. Mais pour me répondre à une question là, qui ça qui intéresse les gens qui écoutent, qui ça vous demandé de faire quoi là? Nous avons 3 axes que nous travaillons actuellement au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie. Il faut que je dise que l'université de Kiskeya, à travers la conférence des doyens, nous avons la conférence des doyens des écoles de médecine reconnues en Haïti. Nous avons 3 axes. Premièrement, c'est la révision du cursus. Ça, cursus, c'est qui ça y a pas apprendre étudiants. Qui gens ou apprendre étudiant. C'est ça que nous prenons aller, c'est ça qui peut coûter comme là. Question de que un professeur pas être avec un petit cahier, jamais plus à la faculté de médecine et de pharmacie. Donc il y a une méthode pédagogique que nous pouvons mettre en place. Ça c'est une. La deuxième chose c'est la gouvernance, c'est-à-dire que qui gens que vous diriger faculté, qui ça gagne dans faculté pour diriger et qui avantage que vous avez étudier. Parce que diriger une faculté, c'est pas même gens que tout le monde à l'eau paraît tout comprendre nous pour diriger une boutique. Par exemple, moi-même personnellement, moi j'ai bénéficié de 2 cours parce qu'il y a ce qu'on appelle au niveau de la SIGMEF l'école des doyens. Il faut que vous résidez comme doyen, prenez ça pour aller chita pour après nous qui dirigeons la faculté de médecine. Donc la gouvernance de la faculté, la forme de gouvernance, qui ça pour la faculté, l'environnement de la faculté. Actuellement, nous-mêmes là, nous avons un problème, nous cherchons une réunion avec
magistrat, parce que l'environnement de la faculté, la rue en général, là, c'est inadmissible pour une faculté de médecine. Donc, on a la révision du cursus, le mode d'enseignement, la pédagogie. Nous avons deuxièmement la gouvernance de la faculté. Et enfin, ce qui est un élément nouveau au niveau de la faculté, là, qui ça y a demandé là, c'est la responsabilité sociale de la faculté. Faculté de médecine a une longue tradition sociale. Les étudiants, il faut qu'ils sortent, il y a joué une population pour déjà avoir certaines pratiques. Nous-mêmes, de temps en temps, nous faisons des sorties bien loin, soit à Jacmel, soit dans le Nord, pour que les étudiants ouais à la population, pour améliorer le mode d'approche et que pour clinique en général. Parce que ce qu'on appelle, ce que Éric Tuasson dit ça, ce qui est important dans le médecin, c'est son rapport humain que le gars patient. Parce que vous doit ouais après un certain temps, vous avez 3 médecins campés là, toutes maladies sont seul monde que vous voulez ouais. Parce que ceci s'apprend aussi, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale. Alors, qui me compléter pour. Okay. Mais ça, l'évaluateur va le regarder. Il va regarder le curriculum, est-ce qu'il est aux normes, il va regarder le matériel didactique utilisé, tous les supports, y compris les laboratoires, etc. Il va regarder les processus internes de gestion, les procédures qui sont documentées. Il va regarder les systèmes d'amélioration continue qu'on a à l'interne, qui sont offerts de manière régulière pour améliorer le programme, pour améliorer l'enseignement, pour améliorer la pédagogie. Ensuite, il va regarder les partenaires, les centres hospitaliers avec lesquels on interagit, le gouvernement. Ensuite, il va faire le bac qui est plus important. Il y a une série d'entretiens confidentiels qu'il fait avec la communauté étudiante. Il va demander aux étudiants à avancer. Et ça, c'est extrêmement important. Et peut-être nous, dans le milieu, côté en général, on ne fait pas assez de cas de l'opinion des étudiants. À moi, me dit il faut se mettre à l'écoute de l'étudiant parce que la bonne note juste, c'est monsieur qui a fait sacrifice 5, 7, 10, 15 ans dans la ville pour l'apprendre au métier, monsieur comme ça l'a cherché et il compte pour sacrifice là. Parce que le regard que l'étudiant lui-même produit sur la formation qu'on a, sur la qualité qu'on a, sur la disponibilité qu'on enseigne, sur des matériels didactiques, c'est important. Donc c'est tout paramètre ça qu'on va regarder et qui va aboutir l'organisme d'accréditation pour l'accompagner. C'est une démarche d'amélioration continue. Ce n'est pas une sanction liée. C'est une démarche d'amélioration continue. À la fin de l'évaluation, on va faire une auto-évaluation, on va faire une visite d'experts, on va faire une évaluation avec un cahier de charge qui a bon de recommandations d'amélioration continue, avec un plan d'action. Et les ça, on a un temps pour appliquer le plan d'action et puis un bon accompagnement pour mettre aux normes. Maintenant, on imagine que Fédération mondiale d'éducation médicale, il a dit faut tenir compte de points, de facteurs, qui c'est la recherche, nouveaux cours, stage hospitalier, un centre hospitalier dans les facultés, ou au service ou encore disponible pour les facultés. Est-ce que nous pensons que nous avons un appareil? À supposer que tu as demandé. Bon, évidemment, ça plus concerne les facultés privées. Sauf les dit là, mais bon, situation où j'ai plus compliquée à ce point de vue. Vous connaissez que nous-mêmes, depuis 1986, l'université était dépendante. L'UEH pas dépend de nous, l'UEH dépend du ministère. Là encore, c'est un problème, un problème, une petite difficulté que nous avons essayé de résoudre ou faculté de médecine fait pour Chita dans le conseil d'administration UEH. Et je vais ajouter un petit bail dans ça, professeur Lumoc dit, avec beaucoup d'humilité, quand il parle de la vie étudiantine. Vie étudiantine, ce n'est pas seulement étudier, ou après la faculté, malheureusement, coup de caméra pas arrivé là, nous ajouter le sport. Nous gagnons un espace sport dans la faculté, parce que vous connaissez que le sport permet ce que le docteur Lumoc dit là, la relation entre les professeurs, relation inter-étudiants à améliorer. Et après que l'entrée dans la faculté de médecine actuellement, à cause de toute nouvelle activité, c'est la sérénité la plus complète. Alors, normalement, moi-même, je fais pour défendre la cause faculté de médecine. C'est ça. Et professeur Lumoc? Mais ça sous-entend. Parce que le débat fait à plusieurs reprises. Ils pensaient que chaque faculté de médecine privée devrait disposer d'un centre hospitalier propre. Ça n'existe pas ailleurs. Ou besoin, c'est deux métiers différents, la formation et la prestation de services. Ou besoin, l'exigence c'est d'avoir un centre hospitalier universitaire, donc il faut une capacité, il faut une disponibilité en gamme de services, il faut un professionnel médical et employé qui a une compétence pour un cadre étudiant.
Donc, ça a demandé où c'est faut un système d'affiliation avec un centre hospitalier universitaire qui font convention avant, qui reçoivent étudiants pour en formation en résidence. C'est ça qu'on dit, ou comme lieu de stage. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a un dispositif, tu sais, le système national de santé. Il y a à peu près 908 établissements de santé. D'après ça, moi, dans le dernier diagnostic, quoi. Dans 9 établissements de santé, il n'y a pas 63 là-dedans qui ont une salle d'opération ou qui ont un service d'urgence. Nous sommes dans un système extrêmement précaire. Donc la pression est très forte sur les quelques centres hospitaliers, l'Université d'État d'Haïti, côté on ne peut pas recevoir étudiants privés encore, il faut comme ça, c'est un problème. Justement, et c'est que ça me doit poser. Justine, etc. La pression est très forte sur les quelques centres hospitaliers qui ont un standard pour capable gagner label et centre hospitalier universitaire. Alors, question, c'est est-ce que partenariat public-privé allait exister ou est-ce qu'il fonctionnait lorsque nous connaissons qu'il y a des étudiants de plusieurs facultés privées qui étaient habilités à faire des stages dans des hôpitaux publics et ils n'ont pas arrivé à faire ça. Ça a posé problème pendant un certain temps. Est-ce que cette situation s'allait améliorer? Est-ce que porte l'hôpital privé, public, pardon, l'a ouvert pour permettre étudiants privés de faire stage sans problème, docteur Kader? Bon, moi, répondre d'une façon politique, parce que je me suis dit tout à l'heure que la gestion des hôpitaux publics relève du ministère de la Santé publique. Même si doit dire qui ça nous fait dans la faculté. Ça nous fait dans la faculté, et je peux dire très fort, nous avons la conférence des doyens. La conférence des doyens où la faculté de médecine qui a aussi présenté, nous réunissons chaque mois et nous avons toutes questions qui intéressaient devenir chaque faculté. Donc, à ce point de vue, je dois dire que le commencement de fraternité qu'a fait au niveau des facultés. Maintenant, nous comptons, nous-mêmes avons une réunion avec le directeur général de la santé publique. Là. Donc, je pense que ce sera un processus qui a avancé et nous espérons que la va avancer rapidement. Merci, docteur Kader. Merci, professeur Lumarc. Nous avons pris pause et puis nous retourner après parce qu'il y a un pilote qui s'occupe avec nous. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous. Je vous le rappelle, le recteur de l'université Kiskeya, le professeur Jacques Lumarc, et le doyen de la faculté de médecine, le docteur Jean-Claude Kader. Merci encore une fois pour la réponse politique, docteur, et on va enchaîner. Alors, on une mise en contexte pour auditeurs et téléspectateurs qui, par exemple, à peine branchés sur nous, pour nous dire que il y a des inquiétudes. Il y a plusieurs étudiants qui apprennent nouvelle là, et bon, par contre, c'est pas trop jamais entendu, mais qui exprimaient des inquiétudes, pensant que gagner des problèmes qu'ils sont capables de gagner si jamais en 2023, ils n'ont pas à reconnaître licence ou diplôme sous des facultés haïtiennes. Avant même que nous continuions, d'après nous retourner sur ce que cela implique, la non-accréditation, par exemple, des facultés haïtiennes en 2023. Qu'est-ce que ça a impliqué pour les médecins ou encore les étudiants? Bon, moi-même, je dois simplifier la réponse là, simplement que si on prend une faculté accréditée, nous ne pouvons pas déplacer en pile. C'est-à-dire que, à part que nous sommes en Haïti, porte États-Unis, porte Canada, porte de l'Europe fermée pour étudier ça. Et je pense que ça constitue un danger parce que de toute façon, si on fait des travaux de recherche très poussés, nous pas encore de capacité pour nous indépendants pour faire des travaux de recherche. D'ailleurs, le laboratoire que nous parlons qui fonctionne actuellement, si nous n'avons pas de partenariat assez intense avec l'Université de Floride, même le laboratoire n'est pas fonctionnel. Et ça fait que l'Université de Floride investit dans la faculté, c'est parce que je connais que nous avons marché vers l'accréditation. Vous avez un mot, professeur? Oui. Question, ce n'est pas seulement impossibilité pour un étudiant haïtien de poursuivre sa formation à l'étranger ou d'aller pratiquer la médecine à l'étranger. Parce que nous ne formons pas médecins haïtiens
pour les États-Unis et Canada. C'est vrai, la réalité PA est que, je dis, il y a plus de médecins diplômés en Haïti qui ont exercé à l'étranger que médecins haïtiens formés en Haïti qui ont exercé en Haïti. Ça, c'est un problème. Haïti ne peut pas être un bailleur de fonds pour le Canada et les États-Unis. Il faut former des médecins pour Haïtiens, pour système de soins haïtiens. Et tout à l'heure, le doigt a évoqué le concept de RSU, responsabilité sociale universitaire. Eh bien, depuis 2010, le consensus mondial recommande que les facultés de médecine développent des réponses selon le contexte de besoins de santé population quand on y est là. Donc, nous ne pouvons pas former médecins pour seulement États-Unis et Canada, ce n'est pas pour ça. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est que cette information, ça va, si pas partir encore à l'étranger, ça veut dire tout. Dans quelles conditions on apprend médecine là où? Dans quelles conditions on peut pratiquer médecine là où? Donc, son danger national. Quoi. Donc, la question, ce n'est pas par rapport seulement à la possibilité de déplacement, de mobilité. Il sont question de est-ce que les autorités haïtiennes ont garanti qu'un professionnel de santé, qui est médecin, qui est infirmier, gagne suffisamment de compétences pour l'exercer le métier de manière efficace, avec la qualité suffisante pour ne pas faire des dégâts dans la population. Et sur ce rapport, c'est pour ça que nous avons confiance des droits. D'abord, c'est notre petite machine de travail pour compenser un peu ce que j'appelle le déficit de régulation des pouvoirs publics. Parce que c'est un domaine qui n'est pas régulé. Je n'ai pas besoin d'expliquer pour ça. Là, d'abord, la dernière loi qui porte sur l'organisation de la formation et de la partie médicale datée de juillet 1941. Okay, donc, nous sommes vraiment en retard de phase. On ne régule pas, et c'est pour ça qu'on laisse pulluler des établissements non accrédités, mais c'est un danger. Donc, le travail qui est à faire ne doit pas concerner uniquement la fac de médecine. Est-ce qu'on a de comprendre que ça, il y aurait les borletisation de l'enseignement supérieur, est-ce que c'est depuis là le commencer? Oui, bon, commencer depuis l'enseignement secondaire ou quitter l'enseignement supérieur, pas seulement dans la médecine, non. Parce que ce cas chiffre de prévoir, il y a à peu près 185 institutions d'enseignement supérieur, y compris les écoles de médecine. 50% des établissements d'enseignement supérieur privés fonctionnaient sans autorisation. L'État là, il va fonctionner. Parents a payé l'école pour Timoun, Timoun a fait un premier diplôme, il n'y a pas qu'on a là-dedans, il va faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc ça, c'est un problème de régulation nationale. Voilà pourquoi le travail qui est à faire, ça ne doit pas concerner uniquement Kiskeya ou la fac de médecine de l'UH. L'État doit se dire, d'abord, l'ensemble des facultés de médecine accréditées doit être prise en charge par les pouvoirs publics. Et dit ça, c'est un problème de santé publique nationale. Et on a faut poser question, et les autres qui ne sont pas accrédités, ou qui t'a formé médecin, ou qui t'a formé infirmière, pour faire quoi dans la rue? Avec qui dégâts? Quelles conséquences? Sous santé publique? Autrement dit, l'État a dépensé pour améliorer le système de santé national et puis ou admettre que parallèlement dans le même territoire, il y a des fossoyeurs du site national de santé. Donc, il y a une décision courageuse, difficile sur le plan politique qui doit être prise, mais il faut dire, mais ça m'a fait avec l'école qui n'est pas reconnue par l'État. Donc, le problème qui se pose n'est pas pour la fac de médecine, ni pour Kiskeya, c'est pour ça que la conférence des doyens s'est constituée comme partenaire de l'État pour dire comment on est capable de faire synergie ensemble. D'abord, depuis 2014, lorsqu'on a commencé nous-mêmes notre procédure d'accréditation, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé le dossier auprès de la conférence des doyens pour dire aux autres collègues, c'est un travail collectif à faire. Nous sommes tous dans le même bateau. Alors, si je me pose une question, ça peut-être marrant si c'est le docteur Kadek Table répondre. Quelles conditions au préalable qui exigées pour une faculté de médecine dans une université? Quelles sont les conditions? C'est ça que le recteur l'a dit. Nous n'avons pas un cadre légal dans le problème. C'est-à-dire que... Ça veut dire que qu'on a décidé aujourd'hui là ouvrir une faculté de médecine? Eh bien, sans vouloir offenser personne, même en Afrique, le problème ça a été posé. Il y a des pays qui ont eu le courage, comme vous dit, recteur là, prendre des décisions. Le plus souvent, la faculté de médecine, ça est toujours lié avec un groupe religieux. Et groupes religieux, c'est des groupes qui plus ou moins ont évolué d'une certaine façon, et puis ils ont tout profité, ils ont fait des facultés, des barres comme ça. Mais pour nous en Haïti, la vérité, c'est qu'on n'a pas un organe de régulation. Et tout à l'heure, je le disais, et je pense, comme tu parlais de politique tout à l'heure, la création
de son secrétaire d'État ou de ministère de l'enseignement supérieur se révèle la situation que nous avons presque une urgence. Et nous avons un point de vue recteur là, à ce point de vue. Dans ce point de vue politique, je suis très petit par rapport au recteur. Administratif ou bien politique? Bon, d'abord, c'est ce que j'appelle la peur de réguler. Pourquoi ça? Parce que l'enseignement supérieur, c'est un espace difficile à gérer. Étudiants fâchés, ils prennent la rue, ils prennent béton, ils qu'on renverse les ministres, ils qu'on renverse le gouvernement. Donc, M. Pito dit, quittez là comme ça. Je pense que même... Non, mais là n'a pas les professeurs de médecins non, qui ont vocation oui, pour mais ça concerne l'ensemble du système d'enseignement supérieur. Je sais que le Parlement, enfin, la Chambre des députés peut-être, vient de voter une loi qui crée l'Agence nationale de contrôle de qualité de l'enseignement supérieur. Maintenant, ça, Sénat a fait pour moi qui configuration loi pour le gain, en fin de compte. Mais déjà, même sans une nouvelle loi, est-ce qu'on connaît que le ministère de l'Éducation nationale, d'après ça l'organique, est habilité à faire le travail de régulation de l'enseignement supérieur. Ce ministère possède une direction de l'enseignement supérieur et de la recherche qui peut être sous-staffée, qui n'a pas de moyens professionnels pour faire travailler. Et c'est cette même direction qui devrait recevoir les demandes d'accréditation, les analyser et donner une première autorisation de fonctionnement. Dans le cas de qui ça, je me rappelle, on a fait notre demande auprès du ministère de l'Éducation nationale, notre premier niveau d'accréditation comme ministère de l'enseignement supérieur. Pour la fac de médecine, on a obtenu que le ministère de la Santé publique fasse une évaluation de nos curriculums, des profils de nos professeurs, de nos laboratoires, et on a une recommandation favorable du ministère de la Santé publique. Mais on aurait pu déjà le faire, sans un cadre légal spécifique. Mais j'appuie l'idée du doyen pour la création de véritables organes d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Et ce n'est pas les données qui manquent, les rapports documentent pas mal cet organe, ses attributions, son mode d'organisation, son mode de fonctionnement. Simplement, il faut que les autorités s'emparent de ce problème et dominent leur peur de réguler le secteur. Nous sommes peut-être sur la voie parce qu'il y a une loi qui a, comme je dis, qui a été votée par la Chambre des députés. Attendons voir la suite. Est-ce qu'Haïti compte participer dans les conférences que la Fédération mondiale pour l'éducation médicale organisée? Définitivement. Nous t'avons dit là tout à l'heure qu'il y a une relation assez intense à l'organisation que le recteur a parlé, la SIDMEF. La SIDMEF travaille de concert avec la Fédération internationale. Et la SIDMEF sert de quoi comme organisation pouvant donner l'accréditation. C'est peut-être ça, nous-mêmes nous entrons dans le cadre francophonien que nous faisons partie, et c'est à travers ça tout que l'Agence universitaire de francophonie a travaillé avec nous, SIDMEF a venu évaluer nous, et de là, on aura la reconnaissance de la fédération. Comme moi dit, est-ce que c'est pour ça que nous tournons vers le Canada quand nous apprenons que le Canada c'est le seul pays francophone qui gagne faculté, qui gagne standard, ça, Jean-Fédération Mandela? Peut-être, oui, parce que le Canada même SIDMEF tout, Canada même SIDMEF, mais comme nous disons, il y a une différence entre pensée PAM et pensée recteur là, nous tournons vers le Canada, c'est surtout pour l'expertise. Parce qu'il faut reconnaître que l'Université de Montréal est l'une des plus grandes, parmi les 10 premières universités du monde. Donc nous avons besoin pour nous-mêmes nous remettre au travail de qualité. Mais concours, qui ne faut pas correction. Parce que nous pas en désaccord. Mais dit, on ne devait pas attendre qu'un projet vienne de l'AUF pour commencer le processus. Ça doit être une décision interne. Évidemment, il faut chercher le partenariat et l'expertise externe. Nous, on fonctionne avec la faculté de médecine de Cherbourg. Donc, ils ont l'expérience, le savoir-faire, l'expertise pour donner cet accompagnement. Donc, nous sommes sur la même longueur d'onde sur ce rapport. Nous sommes toujours sur la même longueur d'onde. OK, nous connaissons tout que des doyens des facultés de médecine reconnues étaient réunis en urgence récemment en vue de profiter de l'expertise de l'agence universitaire francophone de l'Université Montréal et de Laval. C'était récemment, réunion ça a été faite? Réunion ça a été faite. La faculté de médecine de l'Université d'État. Il faut dire que... Qu'est-ce que nous avons jusqu'à présent? Qu'est-ce que nous avons obtenu de ça? Nous avons obtenu qu'il y a profiter de travail qu'on a fait, de expertise que
de université, faculté étrangère, ça a venir. Et nous-mêmes, avons intention, toutes 5 universités, ça, pour nous travailler ensemble et pour nous déposer dossier nous ensemble, pour nous assurer, laisse ça, nous pas, ouais, disons, un bail interne, nous voyons que Haïti a avancé leur médecine internationale. C'est quoi ça vous le faites? C'est quoi ça vous le faites? L'homme s'est formé dans UNDH ou dans Kiskeya ou la Kamiché, ou accident là, il y a qui va prendre soin de vous. Donc la question, on pas de dichotomie pour faire en public-privé. Dès qu'on a l'école de médecine accréditée par l'État pour les former des professionnels médicaux, mais l'État doit assurer une sorte de vigilance sur cela fait à tout moment. Et l'accréditation là, ce n'est pas définitif, non? Il faut un processus d'évaluation continue pour assurer que les standards acquis à l'instant T plus 1, ne soient pas dispersés, mais toujours disponibles. Alors, il y a une préoccupation en pile monde, je dis, c'est que j'en ai parlé là, c'est très rassurant. J'ai l'impression étudiants université Kiskeya, étudiants pour eux, peut-être d'autres encore, ils disent, ah, responsable va penser pour nous, donc on n'a pas besoin d'un gros cœur sauté. Mais est-ce que, d'après les chiffres que nous avons là, côté que tu as gagné 18 facultés de médecine, est-ce que nous pensons que toute faculté ça y a pensé même déjà avec nous? Est-ce que nous ne pas penser que nous avons acheminé nous vers une catastrophe si c'est 5-6 facultés sur 18 qui réunissent les conditions pour fonctionner et qui pourront bénéficier de l'accréditation dans les 5 ans à venir? Je permettre de me parler avant le recteur là, qui est censé administrativement supérieur. Il y a une marche à suivre que la faculté ça obligé pour. Premièrement, il faut que... Ça peut forcer au faire. Il faut que reconnu par le ministère de la Santé publique. Mais bon, l'autre bagaille, il faut que nous parlions tout bagaille. Là, nous 5 ans, nous tout pas qu'on reconnaître par SIDMEF. Parce que pour SIDMEF prendre en charge pour la faire reconnaître tout, il faut que c'est même SIDMEF et il faut qu'on reconnu par SIDMEF. Nous sommes à peu près 3 facultés, dont Kiskeya, qui sont reconnues, qui sont des membres à part entière de SIDMEF, et c'est peut-être ça, nous avons facilité ça pour nous avancer. D'ailleurs, ni Montréal, ni Laval, ni Sherbrooke, pas de travail avec nous si nous n'avons pas de reconnaissance SIDMEF. C'est peut-être ça, moi-même, je rassurer tout le monde, qu'on travail qu'a fait, disons, rationnellement, mais nous-mêmes, nous avons fait tout effort que nous sommes capables pour nous râler l'autre monde avec nous. Docteur Cadet, oui? Docteur Cadet, excusez-moi, je suis obligé de reformuler la question. Et moi, bien dit, sans vous envoyer des fleurs, vous donnez l'impression aujourd'hui de monde qui compte dossier, qui maîtrise les questions, qui a mis la main à la pâte pour que dans 5 ans, étudiants n'ont pas de problème. Que ce soit étudiants UEH ou bien étudiants Kiskeya et peut-être d'autres. Mais comme, selon les données, c'est 18 facultés de médecine qui a opéré aujourd'hui, et toujours selon les données, c'est entre 4 et 6 qui gagnent autorisation. Est-ce que dans 5 ans, d'après nous-mêmes, est-ce que nous ne pas acheminer vers une crise qui va éclater, côté que plus fort étudiants n'ont plus passé une dizaine de facultés ça pour gagner possibilité pour eux pas capable de fonctionner à l'étranger? Est-ce que nous ne pas acheminer vers une crise? Donc, oui. Même où il y a un déséquilibre entre la formation médicale interne. Non, c'est un problème de santé publique grave. Comment vous faites dire qu'il y a 18 écoles de médecine qui ont fonctionné sans que l'État n'ait pas autorisé? Non. Il y a 6 qui sont autorisés sur les 18 qui ont fonctionné. Mais ça m'a dit absolument inacceptable. Où sont les pouvoirs publics? Depuis le premier jour, il y a information ça. Il faut mourir avec 18 écoles de médecine. Moi, je suis fait là. Ça me met là. Comme les familles sont déjà engagées, parce qu'il s'agit de jeunes qui peut-être déjà n'ont un cursus extrêmement avancé, 2e, 3e année, ils ont payé pour ça. On ne peut pas fermer comme ça. Mais il faut l'État tout de suite mettre en place un dispositif de prise en charge et d'accompagnement qui a abouti à fermer, ça ne peut pas mettre aux normes, mais il faut une démarche d'accompagnement, de valorisation jusqu'à la mise aux normes.
Et c'est comme ça pour le faire. Alors, parlons de faculté de médecine, l'autre danger qui est plus évident encore, c'est le cas des écoles d'infirmières identifiées. 174 à opérer. C'est seulement 83 qui ont autorisation pour fonctionner. Eh bien, la réponse est simple. Fait main ou accompagner. Moi, je ne sais pas si c'est une question politique là, toujours qui rend nous un petit peu mieux à cette phase d'un débat. Bon, je pense que bon travail qui pour faire. Moi-même, je ne peux pas parler. Mais est-ce qu'on partage les préoccupations exprimées aujourd'hui? Définitivement, comme tout haïtien, comme tout papa à maman petite qui ont investi comme correcteur la sortie ou dans l'école là, que des petits gens qui sont arrivés dans la 3e. Moi, je connais une jeune fille qui est dans la 3e année dans l'école de médecine non reconnue. L'aime moi ça, bakadou, en pile tristesse, mais j'ai les bras coupés, je ne peux pas... Je comprends. Et c'est ça qui un petit peu mettait dans une situation d'embarras, parce que Mbaka Mando pour réagir à l'annonce faite par le ministère. Le ministère qui annonce des mesures de redressement. C'est à saluer. Définitivement. Mais est-ce quoi la donne? Il faut que tu aies une mise en place d'une structure, définitivement. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, quand même. Si ce pullulement est constaté à ce point, est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop tard? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais pas oublier que il n'y a que 2 professions réglementées. Le droit et la profession comptable. Donc, on garde fou. Lorsqu'il y a un diplôme universitaire là, pourquoi exercer comme comptable ou comme avocat? Il faut aller passer l'examen, Bordio, c'est BAO et l'autre agence, etc. Ou pas l'équivalent pour la mission. Donc, il y a une boîte médicale qui dit, ou fait un diplôme, qu'est-ce qu'il y a et tel autre côté, etc. Ou pas exercer. Parce que bon, la conseil d'examen spécialisé pour l'imposer, pour assurer que ou un standard, ou des compétences voulues pour pratiquer la médecine. Donc, si nous bien comprendre, c'est que c'est à l'État qu'il faut aujourd'hui imputer la responsabilité de l'État. Pas gain de monde, non. Même les agences privées d'accréditation, par exemple, l'agence que je mentionne aux États-Unis, Fédération médicale. Même la World Food, c'est pas l'État, non. Ce sont ONG que liés, qui sont une sorte de fédération qui regroupe plusieurs agences privées. Mais c'est l'État qui a l'agence d'accréditation, ça, pouvoir, autorité, pour accréditer l'autre faculté de médecine. Donc, dans tous les cas, ça passe par l'État au début, en amont. Oui, de toute façon, même le système états-unien, cette organisation porte un jugement sur la qualité, il présente son rapport à l'État et l'État décide. Et c'est à peu près ça pour nous faire. Il faut que nous ayons au niveau de un ministère, ou ministère de la Santé publique, ou ministère de l'Éducation nationale, il y a une cellule qui va évaluer, et puis à partir de l'évaluation de cellule, ça, les décideurs prendront la décision. Nous avons notre proposition, nous avons fait déjà, c'est créer un secrétariat à l'enseignement supérieur. Oui. Comme... n'est pas fait. Bon, moi, je t'explique là. Aujourd'hui, il y a une direction enseignement supérieur dans le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un mandat légal pour faire ça. Il n'est pas fait. Ce n'est pas parce qu'on crée une agence qui va le faire travail. Bon, et les autres écoles qui va médecine, et l'école d'ingénieur, et l'école de droit, il y a une autre école qui peut dans l'arrière pas. Nous sommes 50%. 50% établissements d'enseignement supérieur privé à fonctionner sans autorisation. C'est pas normal. Non, mais c'est ça que fait nous parler de l'enseignement supérieur. Non, l'État a à sa disposition déjà aujourd'hui le dispositif institutionnel pour mettre là de la donne. C'est la peur de réguler, ou peut-être une sorte de paresse, pas qu'on est. Peur ou bien ça ferait l'affaire de... La peur, paresse, peut-être sous-capacité. Parce que Dieu seul sait que si par exemple dans l'autorité qui a une faculté de mal fonctionner tout. Bon, me dis 3 éléments. Peur, paresse ou sous-capacité. Peur, paresse, mais on va avoir intérêt là-dedans. On va mettre. Les cas là. Alors maintenant, avant de fermer l'émission ça, et un étudiant par exemple qui suivre nous, bien un jeune maintenant qui a une velléité pour aller étudier la médecine. Partant des conseils que nous avons aujourd'hui, ça le faire réfléchir avant d'inscrire, tant de situation normalisée, ou bien nous encourager à l'inscrire dans les facultés, ou bien est-ce que c'est choisi pour choisir à quelle porte frapper? Je pense que la solution, c'est choisir qui porte pour le frapper. Il faut que nous rassurions la population que qu'on travail qu'a fait déjà et nous qu'on doit assez ambitieux pour nous dire que nous avons considéré tête nous comme des exemples que les autres facultés qui n'ont pas encore l'autorisation qu'à suivre
Nous censés ouvrir chemin. Nous ouvrir chemin, nous arriver assez loin dans le chemin et nous même disposer, je pense que le recteur là même j'avais conseiller gens qui voulaient venir travailler avec. Même qui est bonne information pour les étudiants. Parce que moi, je crois dans la force étudiante, je connais la capacité d'innovation. Parce que les étudiants, je suis étudiant aguerri. Il y a une contribution importante pour vous faire sur l'amélioration de la qualité. Ma bonne information. Est-ce qu'on est, depuis 2010, la CIDMEF a aidé à équiper une douzaine d'universités haïtiennes de laboratoires informatiques, d'antenne Internet. Et là-dedans, l'école de médecine disposait, disposait de toutes les bases de données qui contiennent tous les cours de médecine enseignés par les facultés de médecine francophones. Depuis la première année jusqu'à la dernière année. Or, ces outils sont souvent là, disponibles dans les facultés. Les étudiants n'y recourent pas. Et pour ça, pas recourir, c'est peut-être parce que la formation qui est donnée en salle de classe, pas sollicitée pour la chercher. Vous avez un professeur qui est dans la classe, avec chita des bureaux, et puis la dictée note, études à copier. Alors que toutes les données, toutes les informations, y compris les tests d'évaluation, sont dans une base de données et correspondent exactement à la formation enseignée dans les autres facs de médecine francophones. Ça, c'est un outil à la disposition des étudiants. Donc, si je commence par pression, solliciter, dire, mais pour qui ça, quand je poursuis dans la salle de classe, qui a un petit cahier note, qui a dicté, pas correspond à ça, que moi dans le laboratoire, là, qui a enseigné Sherbrooke, Montréal, Laval. Mon travail pour eux. Voilà pourquoi il faut déjà commencer par les responsabiliser dans des comités. On va vanter de ça, mais nous avons un conseil académique qui fait place à 6 étudiants qui discutent, qui participent au débat, qui construisent des résolutions avec nous. Et Mkadou, étudiants de médecine, extrêmement vigilants. Extrêmement vigilants, ils font attention et ils ont pression. Et souvent, c'est une pression positive qui nous oblige à ne pas rester paresseux dans les réponses à construire pour être à jour. Qui veut dire pour demander nous, qui ça qui empêche qu'il y ait plus de stages disponibles pour les étudiants? Et pour qui ça, nous pas chercher stage dans l'autre pays, dans le Caraïbe blanc, si tu as un problème de l'hôpital qui manquait? Au niveau de la faculté de médecine, là, nous avons un stage qui fait en Floride, et mais malheureusement aux États-Unis, on l'a comme observateur, et nous avons un stage qui fait dans l'autre pays. Tout. Donc, il faut qu'on connaisse que Gomba est extrêmement important, et je pense que peut-être que l'Université d'État a un problème là. Toutes ces activités demandent une logistique financière. Donc, c'est ça qui fait que nous pouvons aller lentement. Et comme recteur l'a dit là, dans le cadre de l'accréditation, le rôle des étudiants est aussi extrêmement important. Mais n'a pas avancé lentement et sûrement. Alors, parle avec recteur, si problème logistique financier pour évoquer, s'il existait dans la faculté privée, dans l'université privée. Oui, parce que ça nous coûte très cher de faire les stages dans les centres hospitaliers privés. Okay? L'année dernière, pour l'internat, par exemple, qui dépendent uniquement de l'État, ça nous a coûté à peu près $100 000 pour soutenir nos étudiants, les encadrer, et participer aux frais de fonctionnement de l'hôpital, etc. Et rémunérer les moniteurs qui les suivent. Ça coûte très cher pour les facs de médecine. Okay? Mais nous commençons à jouer d'autres ouvertures. L'année dernière, on a envoyé une douzaine d'étudiants dans le CHU de Martinique et de Guadeloupe. Cette année, ça va être pareil, un peu plus d'étudiants. On les envoie en France, au Canada. Aux États-Unis, pas encore. C'est plus fermé. Mais ces questions-là, on ne peut pas être seul, on va les régler. Tout ce qui concerne la formation médicale, c'est une affaire d'État. Les $100 000, c'est $100 000 américains ou... Oui, absolument. Oui, ça nous a coûté ça. Et les étudiants qui sont en internat ne paient pas. Parce que l'internat est sous le contrôle de l'État. Vous faites formation, vous l'avez sous contrôle. Mais on a décidé de faire de l'internat l'un des dispositifs clés de la formation du médecin haïtien. Donc, nous continuons à encadrement sur place, nous supervisons, nous travaillons avec les centres hospitaliers. Et c'est pour ça que je dis, pour finir ça, la formation médicale est une affaire de santé publique. Depuis qu'un établissement ou accepté qui enseigne la médecine ou un poste médical quelconque, il est obligé sous contrôle strict de l'État. Y compris même depuis l'examen final, ça n'est pas encore le cas, mais il faudra travailler à ce que
examen pas le diplôme étudiant à Notre-Dame, qui est à Lumière ou ailleurs. Il faut que ce soit un examen national pour lui. Son standard national pour l'État de mettre, quelle que soit l'école publique ou pour côté étudiant sorti. Un second, deuxième niveau, examen national pour le graduer comme médecin. Mais avant de pratiquer comme médecin, il faut faire un deuxième examen. C'est tout ça qui est à construire. Alors, je fini, mais je vais demander doyen pour les bonnes petites réponses qui ne sont pas aussi politiques que la première. En fait, c'est une question que je me posée déjà, mais comme moi, ouais, que c'est important de décider de retourner sur lui, c'est sous partenariat public-privé. D'après qu'on est-ce que toujours de mise? Est-ce que les facultés privées sont capables de faire stage sans problème dans les hôpitaux publics? Je vais répondre. Pas politique encore. Pas politique au point de vue technique. Qu'est-ce qui se fait au point de vue partenariat? Qu'est-ce qui se fait au point de vue partenariat? La conférence des doyens est vivante. Les réunions se font à la faculté de médecine. Et le problème va être adressé? Le problème va être adressé. Nous avons des réunions et des stages et nous-mêmes avons des projets communs ensemble avec le recteur là pour le laboratoire d'anatomie. Donc, on avance lentement et sûrement et vous savez que le changement ne peut pas être rapide. Okay. Même je voulais dire tout que gagner un bagage que le recteur a pris, il connaît. Vous connaissez que l'on même famille, un frère qui doit à la faculté de médecine de l'État et puis une soeur dans Kiskeya. Donc on a réellement, il n'y a pas réellement un problème de base. Il y a un faux problème d'une certaine époque et nous-mêmes, nous avons essayé d'aller à travers de problèmes ça. Mais nous bon, regardez, moi, directeur là, qui relation personnelle que nous avons. Donc, ce n'est pas peut-être dans l'État, recteur là, dans le privé, pour nous. D'ailleurs, le recteur là, pour nous passer. Mais nous n'avons pas pour le faire. Il faut communiquer beaucoup avec les étudiants. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un étudiant qui est dans l'État, les étudiants non privés viennent même dans le passé. C'est ce qui est arrivé. Il dit, bon, nous-mêmes, ces petits peuples, nous avons fait effort. Nous savons sortir dans Notre-Dame, dans Kiskeya, dans la Lumière. C'est eux qui parlent devant nous de toute manière, toujours devant la société. Il y a un préjugé qui laisse à croire que ces étudiants des familles défavorisées dans l'État et ces étudiants des familles riches dans l'université privée. Sous quelle configuration qui était là, c'est loin de la vérité. Oui. Étudiants qui sont riches, pas en Haïti. Il y a Boston, Canada, Miami, longtemps. C'est la même famille, c'est la même classe moyenne, les mêmes difficultés. Donc, il y a un préjugé qui est dans la tête étudiant l'État qui fait que ceux qui ont participé à dans le même espace de formation, ils ne peuvent pas rafler tous les postes parce qu'il y a trop atouts dans que nous pas gagner. Donc là, il y a un travail de communication. Monsieur n'est d'accord avec non, mais il a fait entendre à monsieur et puis l'étudiant n'est pas d'accord. Il ne va pas. Je pense que c'est le il faut communiquer avec eux, il faut partie prenante de la solution. Directeur, maintenant l'examen de la résidence se fait et pour le privé et pour le public dans les locaux de la faculté de médecine de l'État. Donc c'est-à-dire que bon mouvement d'union qu'a fait. C'est un bon pas. C'est un bon pas. Et moi-même en tant que doyen, m'a doyen jusqu'en 2021. Non pas avis. Non, parce que nous-mêmes, c'est élu. Il y a encore une différence entre le décanat. Mais Jean-Maud a fait politique tout à l'heure, parce que c'est nommé ou non nommé. Non, nous sommes élus au niveau de l'université d'État. Donc ceci, bon, plus force, parce que vous faites pour protéger arrière sous besoin à l'élection encore. Vous connaissez le système, ça. Donc, mais nous sommes pour l'union, nous travaillons pour l'union et l'union sera une réalité. Bon, si nous dépassons un bon petit moment, je remercie nous infiniment, dans nos étudiants, dans tout le public métropole qui a accueilli nos matins à la CAIO. Je souhaite nous bonne chance et puis succès continu. Merci. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, le recteur de l'université Kiskeya, le professeur Jackie Lumarque, et le doyen de la faculté de médecine, le docteur Jean-Claude Cadet. Merci, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.